Bonjour. De quoi est fait le monde? Petite histoire d'une grande question. Épisode 8. La science dans le monde arabe. Alors, dans l'épisode précédent, on avait terminé par le déclin de la science dans le monde grec. Et on avait vu que ce déclin avait eu lieu dans les premiers siècles de notre ère. Et ensuite, on a eu une période de stagnation où la science grecque est conservée dans l'Empire byzantin, mais il n'y a plus aucun progrès intéressant, à part peut-être du côté de Jean Philoponte. On avait vu qu'il a fait un apport intéressant à la physique, on sera amené à en reparler, mais bon, à part cette exception, on n'avait plus que des commentateurs des anciens philosophes de la nature grecs. Alors on va maintenant s'attaquer à une autre période de l'histoire. Donc il s'agit de l'Empire arabe médiéval. Et on va commencer par quelques repères chronologiques, avec bien sûr en 632 la mort de Mahomet, et qui lance donc le début d'une grande conquête, et en commençant donc par la péninsule arabe. Et cette conquête va se faire au détriment de l'Empire sassanide, qui était l'Empire perse, enfin ce qui est à la place de l'Empire perse, on va dire, et également au détriment de l'Empire byzantin, qui va uniquement préserver une petite partie ici en Anatolie, en Grèce actuelle, et un peu aussi dans le sud de l'Italie. Alors, donc en 641, donc là ça c'est la période... donc c'est l'islam des premiers califes, donc là c'est en orange. Donc on a la conquête d'Alexandrie. Alors à cette occasion, on dit que la bibliothèque d'Alexandrie aurait été détruite. En fait, on n'en sait pas, on n'en sait trop rien, pour être honnête. Elle a probablement brûlé plusieurs fois, peut-être pendant l'Empire romain. En tout cas, il y a une anecdote qu'on raconte à ce sujet qui probablement pas véridique d'un point de vue historique, mais qui est intéressante, peut-être révélatrice de l'attitude des premiers conquérants arabes vis-à-vis des sciences. Donc cette anecdote, c'est que le général, si vous voulez, qui a conquis Alexandrie, s'est tourné vers le calife pour lui demander ce qu'il devait faire des livres de la bibliothèque. Et la réponse aurait été la suivante. Si ces livres sont en accord avec le Coran, nous n'en avons pas besoin. Et s'ils sont opposés au Coran, détruisez-les. Dans les deux cas, détruisez-les. Voilà, alors on ne sait pas si c'est vrai du tout, mais voilà, disons que ça révèle certainement un désintérêt et une incompréhension, ce qui est bien normal, hein, de la science de la part de ces premiers conquérants arabes, puisqu'il s'agit d'un peuple qui est alors pré-scientifique. Alors, cette conquête est assez rapide, en l'espace d'un siècle. La Perse, l'Égypte, l'Afrique du Nord sont conquises, donc là on arrive à toute la partie jaune, ainsi que la plus grande partie de la péninsule ibérique. Donc les seuls, donc il y a trois batailles hein, qui vont en quelque sorte marquer l'arrêt de cette conquête. Ce ne sont pas forcément des batailles aussi importantes. Par exemple la bataille de Talas, donc ici vous avez l'empire qui résiste, qui est l'empire chinois. La bataille de Cyzique, où là c'est l'empire byzantin. Alors Constantinople a failli être prise, finalement elle ne l'est pas. Donc l'empire byzantin résiste un petit peu. Et le royaume des Francs offre une certaine résistance également aux incursions. Il ne s'agissait pas disons de vagues de conquérants d'une grande ampleur, c'était plutôt des bandes qui faisaient des incursions et qui vont être arrêtées, la fameuse bataille de Poitiers. Et donc on a ici l'extension maximale de cet empire. Alors comment faut-il l'appeler? Empire arabe, musulman, arabo-musulman. Alors je vais utiliser plutôt le mot arabe. Pourquoi? Parce que même si tous les peuples qui sont conquis ici ne sont pas tous des arabes, par exemple il y a des Perses ici, mais ils vont tous parler arabe, du moins les intellectuels, les lettrés, la langue arabe va se développer et être une sorte de lingua franca dans toute cette zone. Donc ça va être, on peut parler du monde arabe comme on a parlé précédemment du monde grec.
Alors on peut aussi bien sûr parler d'empire musulman, parce que l'islam est la religion dominante, mais elle est loin d'être majoritaire. En tout cas, dans les premiers siècles de l'Empire, il y a beaucoup de chrétiens, de différentes obédiences, et d'autres religions également. Alors, cette zone, cette région du monde va être un nouveau foyer de développement scientifique extrêmement important. Et une des raisons à cela, donc on peut essayer de chercher à comprendre pourquoi, et une des raisons, c'est l'abolition de frontières internes qui crée un grand espace de circulation des idées avec une langue commune hein, qui facilite leur transmission. Et également aussi des contacts avec différentes parties du monde, monde grec, monde indien également et monde chinois. On va voir l'importance. Alors pourquoi cet empire a besoin de science? Alors c'est surtout les Abbassides, donc la dynastie Abbasside, donc qui prend la suite des Omeyyades, qui va favoriser le développement des sciences. Alors bien sûr il y a des besoins pour administrer un tel empire, des besoins en médecins, comptables, architectes. Ces gens ont besoin d'être formés, donc il y a un besoin, si vous voulez, un besoin intellectuel, un besoin d'écoles de qualité, donc un besoin de personnes qui vont pouvoir transmettre une certaine connaissance. Mais tout ça ne va pas forcément aboutir à de la science, puisque sinon il y aurait de la science dans toutes les grandes civilisations, ce qui n'est pas le cas. Alors, il y a également des besoins, par contre, plus scientifiques, plus spécifiquement scientifiques, des besoins en astronomie. Alors, effectivement, on a besoin d'astronomes. Pourquoi? Pour élaborer les calendriers, notamment déterminer la date des fêtes religieuses. Également, pour déterminer la Qibla. Alors, je vais d'ailleurs en profiter pour faire une mise au point. Je ne suis pas arabisant, donc je vais probablement mal prononcer de façon un peu aléatoire beaucoup de mots arabes, donc je m'en excuse par avance. Donc la Qibla, c'est quoi? C'est la direction de la Mecque. Donc par exemple, il faut que les mosquées soient orientées dans cette direction-là. Et à de nombreuses reprises, d'ailleurs, des mosquées ont été détruites puis reconstruites sur indication des astronomes qui disaient non, la Mecque, c'est pas par là, c'est plutôt par là. Il faut faire le point en utilisant des techniques qui sont similaires à celles de la navigation en mer. Et donc pour ça, on a besoin d'astronomes. Et également pour l'astrologie. Alors l'astrologie n'était pas forcément très compatible avec l'islam. Beaucoup de religieux se dressaient contre ça, mais les dirigeants, les califes, eux, ils étaient assez friands d'astrologie. Et donc pour faire de l'astrologie, on a besoin d'astronomie. Donc on avait besoin d'astronomes. Ça, c'est une partie des raisons, mais une autre raison très importante, je pense, c'est que cet empire va être centré sur la Perse, sur l'ancienne Perse, sur l'ancien empire perse, et les conquérants arabes, les Perses les perçoivent un petit peu comme des rustos, quoi, des gens qui n'ont pas d'éducation. Et la culture avait une très grande importance dans l'élite perse. Et pour se faire accepter, les califes ont besoin d'augmenter leur prestige en devenant des mécènes pour les arts et les sciences. Donc ça va jouer un rôle très important. Et la capitale des arts et des sciences sera avant tout Bagdad. Mais ce ne sera pas la seule. On verra bien sûr qu'il y a d'autres villes qui vont servir de foyer également très important. Alors pour développer, donc ce développement de la science, il est d'origine politique. C'est donc les califes qui le décident. Et ils vont demander, initier une traduction systématique des manuscrits grecs, parce que et puis également en perse, dans une moindre mesure, parce que on va chercher la science là où elle se trouve essentiellement en Grèce. Et donc on va chercher les originaux à Byzance, on envoie des émissaires pour les chercher, et puis les traduire, les ramener, puis les traduire. Si ce n'est pas possible, on peut également avoir parfois accès à des papyrus, à des documents écrits en syriaque, puisqu'il y avait eu une émigration de l'intelligentsia grecque
en direction de la zone qui est actuellement la Syrie, et où on parlait cette langue qui n'existe plus, qui est le syriaque. Donc cette émigration avait été consécutive à la fermeture de tous les temples païens par Justinien, donc empereur byzantin. Alors ça va être le début d'une ère propice à la science et qui va être favorisée, donc on l'a vu, par un soutien politique et institutionnel, alors qui se traduit peut-être par l'édification d'une maison de la sagesse à Bagdad. On en a beaucoup parlé, mais à vrai dire, on n'a aucun document qui atteste, qui atteste, on pense qu'elle a existé, mais cette maison de la sagesse, qu'est-ce qu'elle recouvrait exactement? Qu'est-ce que c'était exactement? On ne sait pas trop. C'était probablement pas quelque chose d'aussi important que le Moussaïon d'Alexandrie, mais on manque de sources en ce qui concerne cette maison de la sagesse. En tout cas, il y a eu un soutien, un mécénat dont l'origine était le calife, mais il y avait également des gens assez riches et puissants pour devenir des mécènes des arts et des sciences, et c'était quelque chose qui était important pour le prestige dans cette capitale qui était Bagdad. Et on a vu également que le développement de la science a été favorisé avec des échanges avec le monde perse qui était sur place, le monde grec qui n'était pas très loin, indien et chinois. Alors du monde indien, bien sûr, on va apporter les chiffres, l'écriture décimale, des chiffres qu'on appelle les chiffres arabes, qui sont en réalité des chiffres indiens, et des Chinois, on va importer le papier qui va jouer un rôle bien sûr très important, puisque c'est plus facile, moins cher à produire que le papyrus. Le papyrus pas excessivement cher, mais le papier va permettre d'être un peu plus démocratique, si on peut dire. Alors, bien sûr, ce sont des circonstances politiques, géographiques, mais ça ne suffit pas. On ne sait jamais très bien quelles sont les explications. Donc, je vais en ajouter une et qui me paraît importante, qui est la compétition avec un califat concurrent qui va émerger à Cordoue, parce que le califat de Bagdad va pas être très longtemps unique, il va être rapidement contesté. Les Omeyyades, qui avaient été donc la dynastie précédente, qui a été remplacée dans le sang par les Abbassides. Donc il y a un des Omeyyades qui arrive à s'enfuir, qui lève une armée berbère et qui va conquérir la péninsule ibérique, donc à l'Andalous, et qui fondent leur capitale donc à Cordoue, et qui va donc devenir la capitale d'un califat concurrent du califat de Bagdad. Et puis un peu plus tard, il y en aura même un troisième, un califat fatimide en Égypte. Bref, on voit que cet empire va se morceler assez rapidement. Mais ce n'est pas forcément un problème. Au contraire, pour le développement de la science, c'est plutôt, je pense, un atout d'avoir cette sorte de compétition interne dans le monde arabe. Alors, la science dans le monde arabe va se développer suivant trois grandes périodes. On a d'abord la période de traduction, dont j'ai commencé à parler. Alors ça prend un certain temps, parce qu'il faut non seulement traduire, mais il faut assimiler toutes ces connaissances. Donc ça, c'est essentiellement le 7e et le 8e siècle. Les acteurs de cette période sont très souvent, extérieurs à l'islam, mais ils sont tolérés notamment pour leur connaissance de langues étrangères, le grec, le syriaque, etc. Ensuite va venir un âge de perfectionnement. Donc on a, dans la période précédente, assimilé la science essentiellement grecque, et on va ensuite la perfectionner, et même inventer de nouvelles branches de la science. Donc c'est ce qu'on appelle parfois l'âge d'or de la science arabe, et qui s'étend du 9e au 12e siècle. Alors ces périodisations, c'est toujours un peu délicat, mais dans cette période, on va trouver la plupart des grands noms. Al-Khwarizmi. Alors, donc, j'ai mis entre parenthèses les noms latins donc tous ces scientifiques ont été ensuite traduits en latin, et on leur a donné des noms latins, qui ont donné des mots, par exemple Al-Khwarizmi va donner le mot algorithme.
Al-Khwarizmi est en quelque sorte l'inventeur de l'algèbre. Donc c'est pas vraiment le premier à avoir pratiqué l'algèbre, hein, on peut faire remonter ça aux Sumériens, mais il a très largement généralisé les méthodes algébriques. Il a été un des premiers à considérer les équations pour elles-mêmes, hein, de façon abstraite, et à donner des méthodes de résolution dans beaucoup de cas, et à s'intéresser à beaucoup de cas plus complexes que ceux qui avaient été étudiés jusque-là. On peut aussi parler de Al-Kindi, donc lui était un polymathe, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéressait absolument à tous les domaines, en particulier à la philosophie, mais aussi aux mathématiques. Al-Razi, qu'on appelait en latin Rhazès, qui était lui aussi un polymathe, essentiellement médecin et alchimiste. Ibn al-Haytham, Al-Hazen, qui a vécu vers l'an 1000 et qui était un physicien, on peut dire, disons, il a travaillé en optique, il a fait également des mathématiques, de l'astronomie. Al-Biruni, également polymathe, un des plus grands esprits de cette période de la science arabe. Ibn Sina, aussi connu sous le nom d'Avicenne, qui était lui plus particulièrement médecin et philosophe. Omar Khayyam, également un polymathe, alors encore plus polymathe, parce que c'était en plus d'être un scientifique et un philosophe, un poète, qui lui était perse. Ibn Bajjah, qui lui travaillait avait vécu donc en Andalousie, qu'on appelle Avenpache en latin, et Ibn Rushd, ou Averroès, plus connu sous le nom d'Averroès dans le monde latin, philosophe de la nature, et philosophe tout court, qui va jouer un rôle très important, qu'on aura à en reparler. Alors dans cette période, tous les scientifiques dont on vient de parler sont musulmans, mais ils sont tous rationalistes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la philosophie rationnelle grecque pour interpréter l'islam. Et ils sont très fortement influencés, hein, de leur philosophie, en philosophie, ils sont tous des disciples d'Aristote. Alors ils vont poursuivre la science hellénistique, en particulier Al-Khwarizmi, Ibn al-Haytham, vont poursuivre la science hellénistique et la compléter dans des directions qui n'avaient pas été tellement explorées, qui sont par exemple l'algèbre, bien sûr un mot arabe, le mot algèbre, la trigonométrie. Alors, la trigonométrie c'est un peu connue des Grecs, mais sous une autre forme, elle est nettement simplifiée. Elle était également aussi, il y avait un apport aussi des mathématiques indiennes en trigonométrie, mais ça va être nettement développé, enfin simplifié et développé dans le monde arabe. L'analyse combinatoire également, la théorie des codes secrets, donc ça remonte aussi à plus loin, mais ça va être développé vraiment fortement dans le monde arabe, ainsi que l'optique, la médecine, l'alchimie. Alors l'alchimie, j'en parle pas beaucoup, il faut que je conserve quand même un rythme dans ces vidéos, que ce ne soit pas trop long, et à chaque fois j'ai fait des choix au détriment de l'alchimie. Donc il va falloir qu'à un moment donné je fasse une vidéo entièrement consacrée à l'alchimie, qui est très importante dans l'histoire des sciences, hein, qu'on aurait tort de reléguer dans un espèce de recoin magique et un peu occultiste, pas du tout. Hein, l'alchimie, ça fait vraiment partie de l'histoire des sciences, donc j'aurais à en reparler. Et les alchimistes arabes jouent un rôle très important. Alors donc ça c'est la période de l'âge d'or, puis ensuite il va venir une période qu'on peut appeler d'islamisation de la science, où la science va être expurgée de ces éléments qu'on peut juger impies ou dangereux pour la foi, en particulier la philosophie naturelle d'Aristote. Pourquoi ? Parce que le monde d'Aristote est un monde éternel, un monde qui n'a pas été créé, et ça c'est pas du tout compatible avec le Coran, et également, peut-être encore plus gênant, parce que ça, limite, on peut le modifier, mais la philosophie naturelle d'Aristote, dans cette philosophie, la nature n'agit pas par hasard, et n'agit pas sous les caprices d'un dieu, elle agit de façon rationnelle et causale. Et ça, quelque part, ça embête beaucoup les théologiens les plus traditionnalistes, parce qu'ils estiment que ça limite le pouvoir de Dieu. Et on va voir qu'il y a eu un conflit entre science et religion, un conflit qui va se répéter plus tard dans le monde chrétien. Et l'issue de ce conflit dans le monde arabo-musulman, c'est que la science va être expurgée de cette philosophie naturelle aristotélicienne, et on va garder simplement la science la plus technique.
Alors, certains pourraient dire, oui, mais finalement, c'est pas mal, parce que la philosophie d'Aristote, sa philosophie naturelle, était quand même assez erronée. L'astronomie de Ptolémée, les mathématiques grecques, finalement, c'est les parties les plus intéressantes de la science hellénistique. Donc c'est bien de garder ça. Mais en fait, c'est une erreur de raisonnement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on coupe les ponts entre philosophie naturelle et science, et puis la science, elle se dessèche, elle est comme un canard auquel on a coupé la tête, elle continue de courir pendant un certain temps, puis elle tombe. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de grands scientifiques dans cette période, et ce sont tous des astronomes et des mathématiciens. Al-Toussi, donc connu pour la loi des sinus, Inal Shatir, donc on va reparler dans quelques instants, Al-Kashi, dont beaucoup connaissent la loi des cosinus, théorème d'Al-Kashi. Et ça s'arrête, alors c'est difficile de dire exactement à quelle date, mais disons que là, au début du XVe siècle, il commence à plus y avoir grand monde, et les progrès se font rares et finissent par disparaître entièrement. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Mais tout d'abord, on va donner quelques exemples d'acteurs de ces différentes périodes. Alors je vais aller assez vite pour la période de traduction, parce que c'est peut-être pas la plus intéressante. C'est très important évidemment, mais c'est pas la plus palpitante. Donc je vais parler tout simplement de deux exemples. Donc Hunayn ibn Ishaq, qui est un arabe nestorien, donc c'est un chrétien nestorien, qui est bilingue arabe-syriaque, et qui va se rendre dans la terre des Grecs pour y apprendre la langue. Il est traducteur et médecin pour plusieurs califes. Il y a une grande tradition de médecins chrétiens pour les premiers califes abbassides. Et il a aussi une particularité, c'est qu'il travaille en famille. Il est assisté de son fils et de son neveu, et à eux trois, ils vont traduire l'essentiel de Galien. Alors c'est pas rien, Galien c'était un médecin, donc un médecin de l'époque romaine, qui a écrit énormément. Tout Galien, ça fait une bibliothèque entière. Il traduit également Hippocrate, le Timée de Platon, plusieurs ouvrages d'Aristote, l'Ancien Testament, les éléments d'Euclide, l'Almageste, c'est-à-dire l'ouvrage Ptolémée décrit son modèle astronomique. On va également parler de Tabit Ibn Qurra, qui est même pas chrétien, mais il est carrément païen, qui vient de Mésopotamie et qui est trilingue arabe, grec et syriaque. Il traduit plus de 100 traités, donc c'est un bourreau de travail, 100 traités de mathématiques et d'astronomie, dont Archimède. Alors toute cette traduction, toute cette industrie de la traduction en arabe a été extrêmement importante pour la préservation de la science grecque, puisque en l'an 1000, la quasi-totalité de la science grecque qu'on connaît aujourd'hui, donc qui n'a pas été perdue, a été traduite en arabe. Alors ça ne veut pas dire qu'on la connaît exclusivement par ce canal-là, il y a également un canal byzantin, mais ça montre l'étendue de cette entreprise de traduction, parce que finalement les Arabes ont traduit tout ce qui était disponible. Parce qu'il y a, tout ce qu'ils n'ont pas traduit, c'est des choses qui ne sont plus disponibles de toute façon. Alors, maintenant on va passer donc à la deuxième époque. J'ai choisi simplement un exemple pour représenter cet âge d'or de la science arabe. Et j'ai choisi Ibn al-Haytham, ou Al-Hazen. Pourquoi ? Parce que on a fait souvent de lui un des pères de la méthode scientifique, puisqu'il a défendu l'esprit critique, le doute méthodique et surtout l'utilisation de l'expérimentation en science. D'ailleurs, il a révolutionné l'optique grâce à certaines expériences où il a pu démontrer que le chemin, l'optique fonctionnait, il a inversé le chemin optique, si vous voulez. Depuis Euclide, on utilisait une théorie où c'était l'œil qui émettait quelque chose, un rayon qui allait vers l'objet. Alors que Ibn al-Haytham comprend que ça ne marche pas comme ça, c'est l'objet qui est éclairé par de la lumière, et la lumière qui est renvoyée par l'objet vers l'œil. Ça peut paraître évident aujourd'hui, on peut se demander comment on a pu passer à côté de ça pendant très longtemps, mais c'est lui qui a vraiment démontré, après lui, tout le monde ça a fait consensus, que c'est bien comme ça que fonctionne l'optique, même s'il y a eu des débats avant, il le démontre grâce à des expériences. Et il va s'intéresser également à l'astronomie. Et en astronomie, donc lui, c'est un aristotélicien, il est très impressionné et très favorable à la physique d'Aristote. Et il se rend tout de suite compte, bien sûr, que Ptolémée, il fait des bricolages.
que le modèle de Ptolémée, hein, vous vous souvenez, où on a une planète qui va tourner sur un épicycle, c'est un petit cercle dont le centre lui-même tourne autour d'un point qui n'est pas la Terre. La Terre est légèrement excentrée. Et le mouvement n'est pas uniforme par rapport au centre de ce cercle, ni même à la Terre, mais par rapport à un autre point, qu'on appelle le point équant. Donc tout ça, ça lui paraît un peu baroque, et il va essayer de passer à autre chose. Il ne pense pas que ce modèle puisse être sauvé. Il envisage que la Terre tourne sur elle-même. On ne sait pas exactement, malheureusement, jusqu'où il est allé dans cette direction-là. Puisque, comme je décris ici, hein, malheureusement, des 200 ouvrages et quelques qu'il a écrits, seuls 60 ont survécu, hein, donc c'est 30%. Alors, quelques titres, hein, des ouvrages d'Ibn al-Haytham qui sont encore disponibles, hein, qui ont survécu, et qui nous montrent ces champs d'intérêt, hein, l'optique, bien sûr, le miroir ardent, donc le miroir parabolique, la formation des ondes, tout ça c'est l'optique, des commentaires sur les éléments d'Euclide, donc des mathématiques, la quadrature du cercle, la mesure de la sphère, toujours des mathématiques, doute sur Ptolémée, donc on voit bien qu'il n'était pas un ptolémaïcien, je ne sais pas comment on peut dire, très convaincu. Et c'était pas le seul, hein. On va voir que dans les sciences arabes, il y a eu une grosse difficulté. Ils ont tout de suite buté sur cette difficulté de réconcilier la physique, c'est-à-dire Aristote, avec l'astronomie, c'est-à-dire Ptolémée. Alors ils vont essayer, les astronomes arabes, ils vont améliorer, hein, les données, ils vont produire des tables astronomiques bien plus précises que celles de Ptolémée, mais il reste quand même dépendant d'un modèle qui n'est pas satisfaisant. Alors, donc ça c'est ce dont je viens de parler, hein. Donc on va maintenant parler justement des problèmes de cette physique d'Aristote. Aristote est la référence, hein, dans tout le monde scientifique arabe. Alors, on vient de voir donc, la tension entre les modèles astronomiques et la physique d'Aristote, et face à cela, il va y avoir essentiellement deux attitudes. L'attitude qui est déjà, on voit un peu chez Ibn al-Haytham, mais qui va être aussi chez plus tard Ibn Rushd, donc Averroès, et qui est essentiellement à l'ouest de cette zone, de cette région du monde. C'est pas exact, hein, cette coupure n'est pas exacte, hein, c'est en gros. On va plutôt abandonner Ptolémée et essayer à nouveau des modèles sphériques qu'avait déjà envisagé Aristote, c'est-à-dire des modèles où la planète va tourner sur des sphères physiques qui existent, des sphères de cristal. Et des sphères dont les axes ne sont pas parallèles à l'axe qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'axe de rotation de la Terre. Donc en désaxant ces sphères, on espère qu'on va reproduire le mouvement des planètes. Bon, ça n'a jamais fonctionné. À l'est, par contre, on va plutôt aller dans une voie physico-mathématique plutôt que philosophie naturelle, qui est d'essayer d'améliorer le modèle de Ptolémée en le rendant un petit peu plus sympathique. Cette approche-là va culminer avec Ibn al-Shatir, dont on parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier problème posé par la physique d'Aristote. Elle n'est pas compatible avec l'astronomie de l'époque. Mais il y a également une tension entre la philosophie et la religion, philosophie ou falsafa, et la religion, notamment les interprétations les plus conservatrices de la religion musulmane. La première question qui se pose, c'est doit-on utiliser la raison, et essentiellement donc la falsafa, c'est-à-dire la philosophie grecque, pour interpréter le Coran? Donc ça, c'est la position de l'école théologique qu'on appelle le mutazilisme, qui est celle des premiers califes abbassides. Le Coran qui est une création de Dieu. Ou alors, plutôt s'en tenir à une lecture plus littérale d'un Coran qui, lui, est incréé, n'a pas été créé avec le monde, et ça, c'est la position acharite, donc c'est une autre école théologique. Alors, je schématise, hein, je dis tout de suite, ne me témoignez pas tout de suite dessus dans les commentaires, je suis obligé, bien sûr, de simplifier. L'école théologique acharite n'est pas aussi simpliste que ça. Ils ne sont pas forcément favorables à une lecture au pied de la lettre systématique, mais en gros, la division, c'est quand même plutôt celle-là. Alors donc le mutazilisme, il est
en faveur, hein, il est bien en cours dans dans l'époque des premiers califes abbassides. Euh, au contraire, les téléchiens acharites sont persécutés. Mais ça va s'inverser. Le Mutazilis va tomber en disgrâce, au tel point qu'il a plus ou moins disparu aujourd'hui, entre le XIe et le XIIIe siècle, un phénomène qui n'est pas homogène entre l'ouest et l'est du monde arabe. C'est plus rapide à l'est, plus lent à l'ouest. Alors, en parlant de cette opposition entre philosophie et religion, il faut absolument parler d'une figure centrale, qui est celle d'Al-Ghazali, donc, qui est un philosophe et théologien du XIe et début du XIIe siècle, dont certains ont dit qu'il était le musulman le plus important après Mahomet. Donc c'est pour dire l'importance de ce philosophe dans la pensée, dans la théologie musulmane. Alors il va attaquer la philosophie naturelle. Pourquoi? Pour la raison qu'on a indiquée tout à l'heure, parce qu'elle restreint la toute-puissance de Dieu. Si la nature agit en suivant des lois, finalement, il n'y a pas besoin que Dieu intervienne. Et c'est un peu la position de beaucoup de scientifiques de l'époque, qui remonte un peu à Aristote, et qu'on va retrouver après dans d'autres périodes de l'histoire, qui est celle un peu d'un Dieu horloger, c'est-à-dire Dieu qui a fabriqué le monde avec ses lois naturelles, et en quelque sorte, il lance la machine, et après, la machine fonctionne toute seule. Il n'a plus besoin d'intervenir. Mais ça c'est un peu gênant pour les religieux qui tiennent à la possibilité des miracles, à la possibilité que Dieu fasse des miracles. Et en ce qui concerne Al-Ghazali, ça va très loin, puisque pour lui, Dieu fait constamment des miracles. Et il va s'attaquer ainsi à l'idée même de loi physique dans un ouvrage important qui s'appelle L'incohérence de philosophe. Alors, je vous donne un exemple qui est dans cet ouvrage, qui est le suivant. Si le coton brûle quand on approche une femme, c'est un acte de Dieu, c'est pas une loi physique. Alors, évidemment, si on approche une flamme d'un bout de coton, en général, ça brûle. Et on pourrait en inférer une loi, quand on approche une flamme d'un morceau de coton, il va y avoir une combustion. Ça, c'est une loi physique. Ça se passe toujours comme ça, c'est une loi causale. Une cause et un effet. Mais selon Al-Ghazali, c'est pas du tout correct comme interprétation. En fait, Dieu décide que c'est comme ça. Mais il pourrait décider que c'est plus comme ça. Ou que c'est de temps en temps comme ça, de temps en temps autrement. C'est un acte de Dieu. C'est un choix de Dieu. Et ce qui signifie que cette observation qu'on a faite, que le coton brûle, c'est en réalité l'observation d'une forme de coïncidence. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une corrélation, mais pas une causalité. Et en quelque sorte, pour Al-Ghazali, si vous voulez, j'espère que... Là, je vais prendre une comparaison qui va surtout parler aux plus anciens, mais dans les calendriers, avant, il y avait des prédictions météorologiques. On disait, par exemple, en première semaine de septembre, il va faire en gros ce temps-là, deuxième semaine, ça sera plus nuageux, etc. Évidemment, ce n'était pas des vraies prévisions météo, c'était des statistiques. C'était simplement ce qui avait été observé dans les années précédentes. En général, ça tombait juste. Dans l'idée, j'espère ne pas trahir, mais je pense que c'est effectivement ça, la position d'Al-Ghazali, c'est que ce qu'on prend pour des lois physiques, c'est plutôt des observations statistiques de cet ordre-là. Donc c'est beaucoup plus faible, et surtout beaucoup moins fiable. Donc c'est une position sceptique. Et en fait d'ailleurs, les arguments d'Al-Ghazali vont se retrouver, alors, indépendamment ou pas d'ailleurs, chez d'autres philosophes sceptiques bien plus tard, en particulier David Hume. Et ce sont des positions qui vont bien sûr être assez délétères pour la science, pour la foi dans le progrès scientifique. Si les lois sont simplement contingentes, c'est beaucoup moins contingente, faites votre orthographe, c'est beaucoup moins intéressant. Et après lui, donc il a eu énormément d'influence, on va observer que l'astronomie finalement va se déconnecter de la physique, c'est-à-dire de la philosophie naturelle, dans laquelle on n'a plus trop confiance, et qui en plus semble un petit peu hérétique. Déjà ça a été fait par des païens, donc voilà, on va préférer garder l'astronomie pour elle-même, déconnectée de la physique.
C'est ce qu'on a observé, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Donc c'est lui qui va faire la charnière, finalement. Alors maintenant, je vais parler d'un autre grand savant de cet âge d'or de la science arabo-musulmane, hein, qui est Ibn Rushd, autrement appelé Averroès. Alors, c'est avant tout un philosophe qui retraduit, parce qu'il n'était pas satisfait des versions qui existaient, qui retraduit Aristote et qui le commente, et qui le réinterprète, si vous voulez, dans un sens encore plus logico-déductif. C'est-à-dire que certaines déductions d'Aristote ne lui semblaient pas suffisamment convaincantes, certains arguments d'Aristote lui paraissaient un peu faibles, donc il le renforce en ajoutant les siens. Et c'est cette version-là, cette version de l'aristotélisme, qui est vraiment présentée comme un système hypothético-déductif qui va être ensuite transmis au monde latin. Averroès va défendre la physique comme un moyen de connaître Dieu. Pour lui, Dieu a créé le Coran. Donc il a créé deux choses, le Coran et la création. Et la création étant l'œuvre de Dieu, eh bien, connaître la création, donc faire de la physique, c'est une façon de connaître Dieu. Mais il va également défendre la philosophie comme moyen d'interpréter le Coran. Donc vous voyez que la philosophie est doublement importante. D'abord parce qu'elle permet d'interpréter les passages les plus, disons, qui pourraient être mal compris du Coran. Et d'un autre côté, la philosophie naturelle est un moyen de connaître l'autre œuvre de Dieu qui est la création elle-même. Bien sûr, il doit répondre à Al-Ghazali, il le fait dans un texte qui s'appelle L'incohérence de l'incohérence. Alors, il n'était pas complètement... Alors, c'était un musulman, il se considérait comme un musulman tout à fait convaincu. Il n'était d'ailleurs pas très tendre avec ceux qui n'étaient pas musulmans. Il a dit quelque part qu'on pouvait les tuer, c'était pas très grave. Donc il ne faut pas en faire une espèce de laïc avant l'heure, comme on a essayé parfois de le faire. Mais sa version de l'islam était assez particulière. Il pensait qu'il existait, qu'il n'y avait pas des âmes dans chaque être, dans chaque humain n'avait pas une âme individuelle, mais qu'il existait une sorte d'intellect universel auquel tout être pensant participe, et c'est cette partie-là de l'âme, cette partie universelle, qui va survivre après la mort, et pas une âme individuelle. Donc ça n'a pas été jugé comme étant complètement dans les clous. Alors il a été pendant un certain temps protégé par le calife, il s'agit du calife de Cordoue, là on est en Andalousie, mais il va perdre le soutien du calife, ses livres vont être brûlés, il va être exilé au Maghreb, il pourra revenir un peu après, mais bon, le mal a été fait, c'est-à-dire que son œuvre était jugée quand même un petit peu hérétique, et pour cette raison sera très peu diffusée dans le monde arabe. En revanche, elle va passer les Pyrénées, si vous voulez, et c'est le philosophe qui a certainement le plus influencé le monde latin médiéval. On sera donc amené à en reparler dans l'épisode prochain, dans le prochain épisode. Alors maintenant, on va parler d'un exemple, d'un scientifique, ça sera mon dernier exemple, de la troisième et dernière période, donc Ibn al-Shatir. Alors Ibn al-Shatir, qui vécut toute sa vie à Damas, pendant le XIVe siècle, il travaille comme mouakit, c'est-à-dire comme astronome religieux. Il ne s'intéresse pas du tout à la philosophie. Il s'intéresse uniquement au modèle planétaire et à la possibilité de les améliorer. Alors, ce qu'il va essayer de faire, il va améliorer, en un certain sens, le modèle de Ptolémée en supprimant ce fameux point équant et le fait que les cercles étaient excentrés, la Terre n'était pas au centre. Il va tout centrer sur la Terre. Et il va ajouter un deuxième épicycle pour corriger les petits problèmes qui avaient été corrigés par Ptolémée, justement, en décentrant et en ajoutant les coins. Donc le modèle d'Ibn al-Shatir qu'on voit ici, c'est un modèle à deux épicycles. On a donc une planète qui va tourner sur un petit épicycle, dont le centre lui-même tourne sur un épicycle, dont le centre tourne autour de la Terre. Avec vraiment la Terre au centre, c'est vraiment un modèle complètement géocentrique, enfin en quelque sorte, puisqu'il y a quand même d'autres centres là, mais disons tout, le cercle principal, qu'on appelle le déférent, je crois,
est vraiment centré sur la Terre, et ça va être une solution qui va être considérée comme satisfaisante dans le monde arabe. Et en fait, elle va être également reprise, cette solution. Alors, est-ce qu'elle a été copiée ou pas? Il y a le débat. Mais par Copernic, mais bien sûr, Copernic va mettre non pas la Terre, mais le Soleil au centre. Mais dans le modèle de Copernic, qui est bien sûr 150 ans après, non, 200 ans après en fait, eh bien, on a le Soleil au centre et on a deux épicycles également pour pouvoir coller aux données aux données astronomiques, puisque bien sûr ça suffit pas, une planète qui tourne autour du Soleil, ça ne va pas coller aux observations astronomiques. Pourquoi? Parce que ça ne tourne pas sur un cercle, bien sûr, mais sur une ellipse. Et le Soleil n'est pas au centre de l'ellipse, il est sur un foyer. Et c'est bien la raison pour laquelle, en fait, le modèle de Ptolémée, finalement, est quelque part plus proche de la réalité, parce qu'avec son point équant, il y a un indice dans le modèle de Ptolémée, dans le modèle ptolémaïque, il y a un indice que, en fait, c'est pas un cercle, mais une ellipse. Bon, cet indice n'a jamais été exploité, mais quelque part, cette solution élégante qu'a trouvée Ibn al-Shatir, eh bien, c'est une mauvaise piste. C'est une mauvaise piste. En fait, c'est une solution qui est mauvaise à tout point de vue. Elle a été beaucoup louée, cette solution, ce modèle d'Ibn al-Shatir, a beaucoup été encensé, même je dirais qu'on fait parfois d'Ibn al-Shatir un précurseur de Copernic. C'est un total contresens. Bien sûr, Copernic va reprendre ce modèle en le centrant sur le Soleil, mais c'est pas ça qui est intéressant dans la méthode de Copernic. Ce qui est intéressant chez Copernic, c'est que justement, il a centré sur le Soleil. Les deux épicycles dans le modèle de Copernic, on les a complètement jetés à la poubelle. C'est totalement faux physiquement. Il n'y a aucune explication dynamique au fait qu'une planète comme ça, elle se baladerait sur un cercle qui lui-même se baladerait autour d'un cercle, etc. Ça, c'est physiquement délirant. Mais mathématiquement, on peut faire comme ça. En fait, on peut rajouter 3, 4. C'est emblématique de ce qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire, on part d'un modèle qui est pas bon, et on essaye de le corriger en rajoutant un degré de liberté. Alors, si vous rajoutez suffisamment de degrés de liberté, vous pouvez dessiner un éléphant. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Mais effectivement, c'est ce qui se passe là. Si on en rajoutait un troisième ou un quatrième épicycle, on pourrait faire des tables encore plus précises. Et quelque part, les Mésopotamiens avaient déjà fait un peu la même chose. Ils utilisaient des fonctions zigzag. Et on avait dit oui, c'est des précurseurs des développements en série de Fourier. Bon, là, on pourrait dire aussi la même chose. Mais tout ça, c'est des mauvaises pistes. Ça n'apporte rien. C'est juste de la mauvaise ingénierie. Alors, il y a beaucoup de gens qui continuent à faire la même chose. Je ne me lançais pas sur ce sujet-là. Aujourd'hui, en cosmologie, par exemple. Mais voilà, c'est un autre sujet. Alors, on va passer maintenant à la disparition de la science en terre d'islam. Alors, un peu comme on a fait pour la science hellénistique, on va essayer de désigner des coupables, des suspects plutôt. On ne sait pas quel est le coupable, mais quels sont les suspects. Alors, premièrement, premier suspect, si vous voyez, les difficultés politiques et militaires. Donc, au Xe et XIe siècle, on observe un morcellement de cet empire. Le calife de Bagdad perd tout pouvoir réel au profit des émirs locaux. Est-ce que c'est grave? Ça dépend. Ça dépend parce qu'effectivement, la science pouvait être très dépendante quand même du mécénat. Donc, ça devient un petit peu fluctuant. Il s'était passé la même chose sous les Ptolémées, dans la période hellénistique. Plus grave, sûrement, au XIe siècle, l'arrivée des Turcs seljoukides au Moyen-Orient, par plusieurs vagues d'immigration. Donc les Turcs seljoukides, eux, ne sont pas du tout des gens qui pratiquent la science. C'est un peuple pré-scientifique, comme l'étaient les Romains, quand ils ont envahi le monde grec. À partir de cette époque-là, la philosophie naturelle n'est plus pratiquée qu'à l'ouest du monde arabe, où elle va finir par être abandonnée après Averroès, en fait. Et dans cette partie ouest, les royaumes, le califat de Cordoue, il va également disparaître.
dans toute la période qu'on appelait la Reconquista. Donc il ne faut pas imaginer des grandes batailles entre les royaumes chrétiens et les Émirats musulmans en Andalousie. C'est plutôt du grignotage. Et c'est très long, ça s'étend du XIIe au XVe siècle. Toujours est-il que les musulmans perdent progressivement pied en Espagne. Et puis, alors, on repart du côté de Bagdad, qui est prise en 1258 par les Mongols, qui mettent fin au califat abbasside, et qui se convertissent finalement à l'islam, mais par contre, ils ne se convertissent pas à la science. Et ni d'ailleurs plus tard les Ottomans, qui vont réunifier le monde musulman, en quelque sorte, mais eux vont s'intéresser très peu, voire pas du tout, aux sciences théoriques. Donc, deuxième suspect, les Mongols et les Ottomans, qui jouent un petit peu le rôle qu'ont joué les Romains pour la science hellénistique. Il y a également des éléments de faiblesse internes à la science et à la communauté scientifique. On a vu qu'elle dépendait d'un mécénat qui n'était pas toujours constant. Il y a également un manque d'institutions de transmission. Donc les écoles, qu'on appelle les madrasas, sont essentiellement des écoles religieuses, dans lesquelles on pratique peut-être un peu de mathématiques, juste ce qu'il faut de mathématiques et d'astronomie pour les besoins de la religion. Mais c'est tout. Il y a donc très peu d'institutions de transmission, et ça va manquer. Il y a une exception quand même qui sont les observatoires. Dans les observatoires, par exemple à Samarcande, d'autres observatoires, il y a une vraie communauté scientifique qui se perpétue avec des professeurs qui enseignent, etc. Mais ça, c'est quand même plutôt rare. Il n'y a que quelques observatoires comme ça. Et c'est surtout spécialisé en astronomie. Donc également des difficultés internes à la science elle-même, avec cette physique aristotélicienne qui échoue à expliquer le mouvement des planètes. Là encore, les Grecs avaient buté sur le même problème. Et enfin, des attaques incessantes de la part des religieux traditionalistes. On avait vu qu'il y avait également eu des attaques des chrétiens, cette fois, contre la science grecque. Bon, ces attaques étaient venues quand même assez tard, alors que la science grecque avait déjà pas mal périclité. Là, c'est plus constant, disons, mais ça va en s'amplifiant. Et donc je terminerai en citant Abdelhamid Sabra, qui est un spécialiste des sciences arabes, qui résume tout ça en disant que les sciences théoriques, qui sont dangereuses pour le croyant, ayant été éliminées, les sciences appliquées, la partie assimilée, ont été progressivement asséchées jusqu'à la disparition. C'est l'image du canard sans tête, dont j'ai parlé précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Alors, on peut dire, bien sûr, que la science arabe a ressuscité la science grecque, qui était moribonde, et elle l'a parachevée et complétée. Mais il ne faut pas la réduire à cela. On va le voir. Mais finalement, elle a buté sur les mêmes problèmes que la science grecque, et elle a rencontré des difficultés très similaires. Donc, il reste un bilan extraordinaire en mathématiques, optique, astronomie et, encore une fois, alchimie, dont il faudra reparler. Un bilan qu'on peut, si vous voulez, simplement illustrer par tout ce vocabulaire d'origine arabe, tout ce vocabulaire scientifique d'origine arabe, les mots chiffres, zéro, algèbre, algorithme, azimut, nadir, zénith, alchimie, alambic, alcool, alcali, alcali c'est une base en chimie, élixir, borax, talc, et les étoiles, Altaïr, Aldébaran, Algol, Deneb, Bételgeuse et Rigel, tout ça, ce sont des mots arabes. Donc on peut dire que la science arabe a été la source aussi majeure du renouveau des sciences dans le monde latin, avec également un peu de sciences préservées par les Byzantins. Donc dans l'histoire des sciences, parfois on réduit la science arabe à ça, comme une sorte de passeur de témoins. Ils ont passé le flambeau de la science aux Européens. Bien sûr, c'est très réducteur. On voit que c'est pas simplement ça, puisqu'il y a eu un apport vraiment original avec en trigonométrie, en optique. Je n'ai pas parlé de la médecine. Et encore une fois, de la chimie. Donc, voilà, il ne faut pas réduire la science arabe à cela, mais toujours est-il que la science arabe, elle a fini par s'éteindre. Donc, on peut terminer par une question. Non pas pourquoi elle s'est éteinte, ça on en a déjà parlé, mais pourquoi elle a été aussi mal préservée pendant la période ottomane. C'est-à-dire que même l'Empire byzantin,
qui n'a pas innové beaucoup en matière scientifique, a été quand même capable de préserver une bonne partie de la science grecque. Mais la tradition scientifique arabe, elle va complètement disparaître du monde arabe, elle va être totalement oubliée. La science ne reviendra que dans les bagages des Européens, des colons européens, au 19e et même plus tard au 20e siècle. Alors bien entendu, la science ayant progressé, il était tout à fait normal qu'elle revienne dans les bagages des Européens, mais elle aurait pu rencontrer dans le monde arabe une tradition scientifique. Et cette tradition scientifique n'a non seulement été interrompue, mais elle a été oubliée. Et donc je lance le défi aux historiens des sciences, sûrement ça a été recherché, mais je n'ai pas les connaissances, moi, pour vous expliquer pourquoi. Je me contente de le noter. Donc je termine sur cette note un peu triste, mais j'espère quand même que ça vous a plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, de liker cette vidéo, c'est très important si vous voulez que cette chaîne se développe, et également de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.